parmi nous, il y a des proches, des amis, des intervenants de personnes qui sont décédées par surdose. Merci d'être là. Merci de nous rappeler, en fait, de mettre un visage humain sur des chiffres, sur des statistiques qu'on nous rapporte sans cesse. Merci spécialement à tous ceux qui non seulement essaient d'y comprendre quelque chose, mais de se joindre à la recherche, à la formation et aux activités de diffusion de connaissances pour faire connaître les problèmes et aider à faire avancer les choses pour éviter que d'autres personnes soient aux prises avec les mêmes difficultés que vous et nous rencontrons aujourd'hui. Il y a 643, si on regarde les statistiques de décès par surdose, dans l'année qui s'écoule, on a 643 personnes au Québec qui sont décédées soit d'une intoxication aux opioïdes ou aux stimulants. Et c'est 10 000, si on regarde grosso modo l'ensemble du Canada. C'est quand même catastrophique. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire cette situation-là autrement. C'est une situation qui semble un petit peu s'améliorer dans le reste du pays, mais au Québec, on est encore en croissance. La présentation aujourd'hui, en fait, avec l'arrivée dans les années 2020, là, surtout là, la pointe des opioïdes de synthèse, là, du fentanyl, il y a eu un rehaussement, en fait, ça a ajouté à la situation en termes de catastrophe, et aussi dernièrement avec l'arrivée des stimulants. C'est souvent des intoxications de polysubstances. Quand même, le fentanyl a été présent dans 64% des décès par surdose aux opioïdes au Canada, et de mieux connaître la situation avec les opioïdes, c'est une tâche qu'on m'a demandé de faire très rapidement aujourd'hui, parce qu'il faut imaginer que pour une présentation de ce haut calibre de qualité, j'ai eu droit à des entraînements, des conseils et plusieurs avis. Et donc, je vous fais le tour des opioïdes en 4 minutes 25. Je me suis pris une feuille pour essayer de me guider. OK, 4 minutes. Tu vas voir, nous, on prend 3 heures à McGill. Je suis capable de faire. 4 minutes. Opioïde 101. C'est quoi un opioïde? C'est une substance qui agit sur le système nerveux central et qui, 1, soulage la douleur. 2, induit une sensation d'euphorie, de bien-être. 3, induit la somnolence, un ralentissement des contractions intestinales et des fonctions respiratoires. En fait, ça peut être utilisé pour dormir, antidiarrhéique et antitussif. On peut identifier une cinquantaine d'opioïdes, on peut les classer selon leur puissance, leur durée d'action. Tous présentent un risque élevé de dépendance physique et psychologique. Un problème de tolérance, il faut en prendre de plus en plus. C'est souvent comme ça dans les substances psychoactives, il faut en prendre de plus en plus pour avoir un effet équivalent. Et de sevrage, beaucoup consomment minimalement pour éviter de vivre le sevrage, et aussi de craving, de désir qui peut apparaître. Les opioïdes, c'est, pour toutes les raisons que je viens de dire, une occasion d'affaires incroyable pour ceux qui en fabriquent. C'est un marché au niveau pharmaceutique, c'est 25 milliards dans l'année, et ça monte. Et si on regarde dans le monde comment ça se passe au niveau de la détresse, en fait, et des guerres et tout ça, on peut comprendre qu'il y a un marché pour ça. Et on peut ajouter aussi probablement un montant équivalent qui est le marché des drogues illicites qui s'y ajoute. Alors, les opioïdes, examinons les opioïdes les plus répandus. La mère de tous les opioïdes, l'opium. C'est depuis au moins 2 millénaires, et possiblement même 2 millénaires avant notre ère. C'est un produit qui a été conçu à partir du pavot, utilisé pour ses propriétés médicinales, mais son côté psychoactif l'a poussé au cœur d'enjeux commerciaux majeurs. Lors des guerres de l'opium, vous lirez ça sur le web,
1856 avec 1830 et 56 avec la Chine. Celle de 56 a été gagnée par les Anglais et les Français, qui ont forcé la Chine à légaliser la consommation de l'opium afin de permettre le libre commerce de cette substance par les marchands occidentaux. Est-ce que vous avez bien compris? On pense qu'on est dans la première crise des opioïdes. On a travaillé dans le passé, hein? On a une expérience avec les opioïdes. Alors, plusieurs millions, c'est difficile à évaluer, peut-être 20, des Chinois ont éprouvé une dépendance à l'opium et c'est au début du règne communiste par des mesures drastiques que ceci semble avoir été écarté. Si on parle de crise, on a de la matière. La morphine, apparue plus tard, dérivée de l'opium, possiblement le médicament le plus connu contre la douleur, l'invention de la seringue hypodermique en 1841 arriva juste à temps pour la guerre de sécession de 1860-65. Pas juste topique, on l'injecte et ça a un effet sur tout le système. Le recours à la morphine se propagea rapidement pour surmonter la situation horrible des combattants blessés et aussi les souffrances psychiques des soignants. Je suis en train de manquer à mes devoirs. La morphine, dérivée de l'opium, possiblement le médicament le plus connu pour contrer la douleur. L'invention... Non, excusez, je suis en train de me répéter. L'héroïne. 1874, il y a juste 125 ans, permet de contrer le phénomène de morphinisme, c'est-à-dire qu'on avait constaté que la morphine pouvait induire la dépendance. Vendu par Sears Roebuck à 1,50 par catalogue, 2 fioles et 2 seringues dans un magnifique coffret pratique, dosage 4 mg, commercialisé par Bayer en 1898 comme antitussif. En marché libre jusqu'en 1914, devinez pourquoi on a réglementé et qu'on a laissé tomber. Le fentanyl, en fait, ça a commencé comme pour contrer la dépendance à la morphine. L'héroïne a été très efficace, comme vous faisiez. Le fentanyl, plus récent, 50 fois la puissance de l'héroïne, 100 fois la morphine. On fait des progrès. 1950, puissant antidouleur, très efficace comme médication, entièrement synthétique. Il peut être contrefait dans des laboratoires de fortune, mais quelques grains suffisent pour tuer une personne. Il a été détecté dans 74% des surdoses aux opioïdes au Canada. Diapo naloxone. La naloxone, c'est un antidote efficace pour inverser les effets d'une surdose opioïde. C'est vendu sur diverses marques, notamment Narcan. On a aussi mis en place depuis 10 ans, et vous pourriez en avoir une, vous pouvez aller le chercher sans problème. On a mis en place depuis 10 ans un programme d'accès à naloxone et l'arrivée des stimulants, par contre, a limité sa capacité puisqu'il est inefficace contre les surdoses aux stimulants. Voilà, je pense que je l'ai fait, puis malheureusement, je crois que j'ai été un petit peu plus lent que 4 minutes 25. Pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? C'est pour voir tout ce qu'on peut faire avant d'arriver à la naloxone. La naloxone, ça ne prévient pas une surdose, ça prévient un décès par surdose. Il y a déjà eu une surdose. Alors, on peut faire beaucoup de choses avant d'arriver là. Je vois ma collègue ici, Léonie Archambault. On a travaillé sur le requis de service pour les opioïdes en 2017 et on s'est rendu compte et elle s'est rendue compte, elle a même fait un doctorat là-dessus, qu'il y avait différents contextes qu'on pouvait identifier dans l'utilisation des opioïdes. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a identifié une situation de précarité, une autre de stabilité, puis une autre qui dérivait par la douleur chronique. C'est important de bien saisir dans quel contexte il y a utilisation si on veut faire de la prévention, parce qu'il faut savoir où s'adresser, comment s'adresser, par quelle voie on peut rejoindre les gens. Alors, pour illustrer, j'ai fouillé dans mes mémoires et je me souviens à l'UQAM, en 2018, on venait juste de démarrer la distribution élargie de
de naloxone. On ne l'avait pas tous, mais moi, j'avais la chance d'avoir un kit. J'ai une réunion à l'UQAM, je me présente là-bas. Puis en plus, c'était pour un groupe de pairs, là, pour des étudiants, tout est super beau. Je n'apporte pas mon naloxone parce que je m'en vais à l'université. Moi, j'ai travaillé depuis 1998, on travaillait sur le bas-seuil, on a développé le relais méthadone, les entrevues. Tout ce que je savais, moi, des opioïdes, c'était des gens dans des conditions de vie très difficiles, qui avaient souvent, en général, des problèmes par injection. À l'époque, au début, rappelez-vous, hépatite, VIH, tout ça, ça prenait beaucoup de place dans le décor. Et, surprise, là, ce que je vois, c'est à l'université, quelqu'un qui est sur le sol, je contourne, je vais à ma réunion, j'entends du bruit, je ressors, personne ne se préoccupait. Et là, j'ai vu comment ça pouvait être sournois et silencieux. Alors qu'on n'est pas dans un film où là, il y a tout à coup un tonnerre, un orchestre ou un signal sonore qui nous dit il y a du danger, on va perdre quelqu'un. On n'est pas dans un accident d'auto où il y a eu du bruit, des morceaux d'éclat. C'est solitaire, silencieux, et j'ai juste le mot sournois. Et c'est juste quand j'ai vu un des ambulanciers qui criait à son collègue apporte de la naloxone, et heureusement, là, il y en avait, c'était le début, que j'ai compris ce à quoi je venais d'assister et que j'ai compris, malgré les efforts que nous, malgré le rapport que nous, on venait de produire sur les différentes trajectoires possibles, que ça existait ailleurs qu'aux endroits visibles dans la rue pour ces personnes-là qui sont plus visibles puis pour lesquelles on avait conçu ces programmes de bas seuil. Et d'où le mérite d'examiner la situation en fonction de ces trajectoires. Et quand on le fait, je crois qu'on s'interroge sur, oui, mais où on va avec ça? Comment on fait? On parle souvent d'approche de rétablissement quand on parle de troubles de longue durée. Ici, on pourrait aussi le faire, que ce soit sur la rue ou ailleurs. Ce sont des substances qui induisent la dépendance facilement. Alors, ça ne serait pas nécessairement d'un coup de tête, ça demande du temps et des efforts. Et l'idée de regarder, là je vais vous faire, le concept de rétablissement, ça me semble particulièrement utile pour distinguer, en fait, pour bien saisir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou intervenir en termes de prévention. Et c'est ça que si on pense à la personne qui est à l'étudiant dont je vous parle, lui, écoutez, il est tombé, il a fait sa surdose à la porte d'un bureau où il y avait des étudiants, où il y avait même des étudiants pères aidants, et il est à l'université. Il y a des ressources personnelles. Il y a beaucoup de ressources personnelles pour se rendre jusque-là. Il y a de l'instruction, il y a un langage, il y a un téléphone portable, il y a plein de choses qui lui permettent d'entrer en contact avec les gens. Et il y a surtout des réseaux aussi à l'extérieur qui sont là et qui vont l'aider. Il y a un toit, il y a des familles, il y a des proches, il y a des amis. Peut-être pas, peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, mais il y a tout un réseau. C'est pour ça que ce petit diagramme-là qui a été habilement préparé par moi. Vous pouvez voir l'ultime ressource pour le rétablissement, mais vous pouvez voir aussi que si on va dans l'autre sens, la personne est seule. La consommation, que ce soit les opioïdes ou autres, un des effets au long cours, c'est l'isolement. L'isolement. Et je pense que la première chose à faire dans un cas comme ça, c'est de soutenir la personne en brisant l'isolement, en l'aidant à se lier avec d'autres. Puis tantôt, vous savez, quand on parle de naloxone, l'administration, mais ça prend quelqu'un qui va on peut faire une surdose, mais ça prend quelqu'un qui nous voit, ça prend quelqu'un qui peut intervenir, qui peut appeler de l'aide. Alors, ce qu'on ne voit pas,
Et souvent, ce que j'entends d'intervenants qui travaillent dans des milieux là, dans le centre-ville, c'est qu'il y a des gens qui disparaissent comme ça, puis ils s'en rendent compte après coup. Même, je me souviens, on avait été à Ottawa, puis il y en avait des gens qui nous disaient on a de la difficulté parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le deuil de gens qu'on a vus récemment, puis ça s'ajoute, il y en a des nouveaux. Les intervenants, il y a une relation privilégiée avec les... C'est pas juste quand on dit les proches, tout ça, les intervenants, il faut les compter aussi dans le lot. Alors, ce qu'on peut comparer, c'est l'accès aux services, l'accès à l'hébergement. Le fait d'avoir un réseau, sont des facteurs qui contribuent au rétablissement et aussi d'avoir des activités autres que la consommation. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de Profane? Excuse, c'est un blanc. Il y a plusieurs organismes qui peuvent aider quand on est dans un contexte de rétablissement. On en voit ici autour du pictogramme. Beaucoup de ces organismes-là, ils font appel à des gens qui vivent les problèmes. Et c'est une valeur ajoutée. Ils ont l'expertise, ils ont le savoir expérientiel et on les associe. Par exemple, dans la question de l'hébergement, on peut avoir des pairs qui viennent. Je pense à Métadame, qui est un organisme qui est mené par des pairs, qui a été initié, puis qui fait appel à des pairs. Alors, on réussit à faire un double emploi. On répond à un besoin en desservant les gens, mais aussi on associe d'autres personnes qui ont l'expertise et qui aussi ont besoin d'un travail ou d'occasions gratifiantes pour se faire connaître, pour s'affirmer. On les associe au processus. Et je pense que, et c'est pour ça tantôt, j'avais le niveau d'engagement. Il y a des endroits où on va consulter les proches ou les personnes qui vivent le problème pour s'informer, orienter les services. Il y en a d'autres où on va faire une collaboration avec elles. Puis il y en a d'autres où le leadership est assuré par ces personnes-là. Profane, c'est un organisme qui a été... En fait, ce n'est pas un organisme, c'est un programme qui a été initié à Métadame et qui a été du début conçu, designé, avancé, managé par des personnes, des pairs. Et ils ont été, et je pense que ça mérite d'être examiné comme exemple pour d'autres programmes. Il y en a beaucoup. Puis on parle des surdoses, puis je pense que c'est juste parfait de parler de ce programme-là dans le cadre des surdoses, parce qu'ils ont réussi les différentes étapes. Au début, la recherche, on l'a accompagné pour évaluer le contenu. Moi, je m'étais informé, on disait, Michel, à Philadelphie, on a fait quelque chose, tu vas voir, c'est 15 minutes, ça va super bien, ça vaut la peine, plonge là-dedans, tu les accompagnes, il n'y a pas de problème. La première réunion, ils ont expliqué que ça durerait une journée. Là, j'ai dit, OK, on va examiner la faisabilité, on va examiner, puis on a gossé là-dessus, on a fait ensemble, et moi, c'était à leur service. Et on travaillait d'égal à égal, et j'ai pu faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les fonds. Parce que c'était leur projet. C'est eux qui ont poussé la santé publique pour avoir l'ordonnance collective, pour avoir les possibilités d'utiliser l'analoxone. J'étais là. Alors, pourquoi c'est intéressant, un projet comme ça, c'est les pairs connaissent la problématique. Ils savent qu'est-ce qui peut être fait et, veut pas, honneur au mérite, là, on a évalué, ils ont réussi à l'implanter à Montréal, ils ont réussi à l'étendre sur l'ensemble du Québec, les 18 régions,
et ils ont réussi à offrir auprès de 2000 à peu près participants, 500 organismes et tout ça. Et en faisant ça, ils ont réussi à connecter avec les organismes régionaux pour s'assurer que le projet pouvait être repris localement. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le fond? Le projet de naloxone, eux, ils font la formation sur des surdoses. Comment identifier une surdose, comment agir, comment administrer la naloxone. Puis là, ils ont étiré, il y a un programme de RCR aussi dedans. Je pense que vous avez sur 2 jours maintenant, même le programme, ou 2 ans, je ne sais plus. Mais là, ils ont beaucoup... ils ont l'expertise. Ils savent c'est quoi les besoins, puis comment rejoindre les gens. Et au-delà de faire ça, si on regarde avec le recul, une des choses principales qu'ils ont réussi, c'est de mobiliser les gens, les chercheurs, parce que là, ils ne sont pas prisonniers, ils ne sont pas au service d'un chercheur, ils ne sont pas au service de... Parce qu'il y a différents... Ce n'est pas tous les organismes, le pouvoir décisionnel n'est pas équivalent dans tous les organismes là, pour les pairs. Là, quand ils mènent le projet, ils peuvent choisir, ils peuvent faire des erreurs eux-mêmes, ils peuvent corriger, ils se battent pour avoir de l'argent. Puis là, Michel, oui, tu t'en viens, mais là, tu t'en viens pas, mais tu fais ci, mais pas ça. C'est l'enfer. Mais ils sont capables d'assumer leur position et de développer une expertise et dans des postes significatifs. Alors, c'est pour ça que même dans l'architecture du réseau, il faut comprendre que les surdoses, c'est un phénomène régional. Ça peut être, le problème peut être à Vancouver, mais pas dans une autre ville en Colombie-Britannique ou à Montréal. C'est un phénomène régional. Et eux, ils ont épousé cette réalité-là pour suivre la logique sur l'ensemble du Québec et ils ont connecté avec différents réseaux, dont certains avec qui je travaille maintenant. Ça m'a aidé. En fait, j'apprends autant... Pas vraiment. J'apprends peu d'eux autres, mais je fais semblant et on avance ensemble. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi on devrait aller dans cette situation-là? C'est parce que si on veut vraiment prévenir les surdoses, il faut équiper les gens au niveau où ils sont. S'ils sont avec peu de ressources puis un faible capital de rétablissement, il faut les accompagner pour qu'ils puissent consommer, mais dans des conditions plus sécuritaires. Il faut les aider. Et il y en a plein d'organismes ici là, qui font des choses fantastiques. Et je pense que ce modèle-là mérite d'être appliqué, pas juste pour les surdoses, pas juste pour l'hébergement, mais généralisé et de pousser la limite jusqu'au financement des organismes quand on le peut, qui peuvent assumer eux-mêmes les mandats. Et quand on voit comment ça bouge dans le réseau puis qu'on n'arrête pas de changer les choses de place, c'est peut-être plus stable encore, même si vous travaillez dans la précarité, c'est peut-être des conditions qui ont le mérite d'avoir du sens dans l'évolution. Si je regarde sur l'ensemble, qu'est-ce qui marche quand on veut prévenir les surdoses? Bien, les politiques, là, les politiques sociales, les politiques, c'est présent partout. Regardez dans les cas où il y a eu des problèmes. Même, je vous donnais tantôt rapidement quelques exemples. Même, on aurait pu parler du Portugal qui a changé les lois. On peut, en fait, puis il y a toujours des tensions. Même là, puis c'est pas on légalise, on décriminalise, mais avec certaines conditions. On offre des services, puis ça varie. On n'est pas très bon pour offrir des services facilement accessibles en général. On l'est pas nécessairement pour les gens qui ont des troubles problématiques, mais ces tensions-là méritent d'exister et on doit en parler, on doit échanger là-dessus. Et ça bouge. Et ça bouge, ça, avec les années, avec les gouvernements. Et je pense que la recherche a le mérite de documenter ce que ces programmes-là font. Et si on regarde, parce que
si on regarde la place de la recherche dans des initiatives de ce type-là, pensons à Insight à Vancouver en 2003. Ils ont démontré qu'un site de... Maintenant, à l'époque, c'était aussi... Il y avait des sites d'injection supervisés, échange de matériel. Aujourd'hui, on dirait peut-être consommation supervisée. C'était pas un problème légal, c'est un problème de santé. C'était pas un problème... En fait, le gouvernement fédéral de l'époque, sous Harper, bien, eux, ils disaient non, il y a une dérogation, vous n'êtes pas conforme à la loi de contrôle sur les substances. Et la recherche a permis de démontrer qu'ils sauvaient des vies. Et quand ça montait jusqu'en Cour suprême, la recherche a été évoquée et l'argument était non, ils interviennent au niveau de la santé, qui est de juridiction provinciale. Donc, ils peuvent opérer. Pour moi, la leçon que je retirais comme chercheur, c'est génial. On n'aura jamais... C'est clair, c'est clair. Et si vous regardez ici le développement qu'il y a eu à Montréal, avec le CRAN, souvent, quand c'est réduction des méfaits puis c'est original, la recherche est associée. Avec le CRAN, ils ont mis R pour recherche là, dans le centre de recherche et d'aide aux narcomanes. Mais j'ai eu la chance d'être associé à beaucoup de ces projets novateurs, dont Relais. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-ci, quand on a évalué la participation à Profund, on a découvert quelque chose. C'est non seulement les gens, là, ils appréciaient, il y a eu acquisition de connaissances sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de surdose, comment identifier, tout ce que je disais, mais spontanément, quand on lui demandait qu'est-ce que ça leur a apporté, la fierté, un rôle significatif, une responsabilité. Et il y en a un peu plus du tiers qui disaient que ça a changé ma façon de consommer. Et là, je ne parle pas juste des gens, des formateurs de Profund qui sont eux-mêmes des personnes avec savoir expérientiel ou des pairs, mais des gens qui ont suivi. On a fait des études, on a fait suivi. Et chez ceux qui ont été, et même qui n'ont pas été... qui n'ont pas eu l'occasion eux-mêmes d'agir pour sauver des vies, mais qui ont juste suivi la formation vers la certification, ça change l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est ça la voie à suivre. Et je dirais, parce que je dois approcher de la fin, je dirais que... Une minute. Je dirais que j'ajouterais un autre élément. C'est... Il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2008, je ne sais pas si ça vous dit quoi, le projet Répit urbain. Des jeunes de la rue qu'on amenait à la campagne pour 6 jours. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on parle juste de consommation, de réduction de méfaits, puis tout ça, puis on oublie que qu'est-ce qui peut être compétitif avec le plaisir que les gens ont de consommer? Il y a plein d'autres sources. On parle de musique, on parle de sport, on le voit aussi, activités sportives. Des rôles significatifs dans des activités qui font oublier que l'univers, ce n'est pas juste la consommation. Je pense qu'avec la dépendance, l'univers se rétrécit. Mais là, si on travaille vraiment en prévention, il faut amener ces gens-là à avoir du plaisir, mais dans des activités autres. Alors, on le voit pour la douleur, qu'il faut les sortir de la catastrophisation, il faut les amener à faire des activités autres. Puis la musique, c'en est un exemple pour la douleur. Pourquoi je travaille là-dessus? Parce que c'est dans la filière qu'on ne fait pas quand on travaille sur les opioïdes, on arrive là à un moment donné. Et ça, je pense que ce n'est pas dans le plan. On a un plan d'action enfin, on a une stratégie sur les surdoses qui arrête en 2025. C'est super bien fait. Mais la recherche peut aider à mieux saisir l'implantation des différentes mesures. Il y a plein de choses qui sont super là-dedans, mais il y en a qui ne sont pas entièrement implantées. C'est beau de distribuer un naloxone, c'est beau de faire des formations, mais pour combien de personnes, est-ce que les personnes qui ont été formées sont celles qui peuvent intervenir? J'ai une collègue là, des Laurentides qui nous voit sûrement à distance,
qui, elle, a trouvé que 80% des décès dans sa région, c'était un décès seul. Alors là, il faut s'interroger. C'est pas juste de développer des programmes, tout ça, mais il faut trouver la façon de soutenir les gens, pas juste par événement, mais de ficeler tout ça, puis comprendre qu'une personne qui vient de faire une surdose est plus susceptible d'en faire une deuxième dans l'année qui suit. Puis qu'est-ce qu'on a prévu pour l'accompagner suite à cet événement-là? Ben, moi, je vous laisse là-dessus, mais juste en se souvenant qu'on a fait beaucoup de progrès depuis les années, que même si les décès ici n'ont pas diminué et qu'on souhaite qu'ils diminuent, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent et il ne faudrait pas délaisser ces choses-là qui construisent le capital de rétablissement pour passer strictement dans des modes de contrôle et de répression en se disant que le reste ne marche pas. Non, la recherche et l'expérience avec ces substances-là nous enseignent l'inverse. Alors j'arrêterai là. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la période d'échange. Les personnes qui sont en ligne peuvent mettre leurs questions dans le clavardage. Les personnes qui sont ici avec nous vont pouvoir lever la main. Mais moi, tout de suite, vous avez parlé, c'est venu me toucher, de comment les deuils ne pouvaient pas être faits, comment ça allait vite. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour soutenir davantage les personnes endeuillées, selon vous? OK. Mais dans ce cas-là, j'ai le privilège. Moi, maintenant, je peux mettre à contribution. Moi, j'inviterais Véronica, Véronica, qui est étudiante à McGill, qui est aussi une personne qui est endeuillée, un proche endeuillé, et qui pourrait peut-être nous répondre à cette question beaucoup mieux que moi. Bien sûr. Oui, bien. Bonjour tout le monde, moi c'est Véronica. Alors, je dirais que c'est une très belle initiative de vouloir aider les proches qui sont endeuillés. En tant que personne qui a vécu et qui vit toujours un deuil, j'apprécie ça. Mais je dirais que c'est pas à la tête de notre liste de priorités en tant que proche. Je dirais on dirait qu'il y avait plus de ressources et d'empathie envers nous après le décès qu'avant. Il y avait moins de ressources quand on avait encore le temps de faire quelque chose. Fait que moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 points principaux qui pourraient vraiment nous soutenir en tant que proches dans le processus. Premièrement, ça serait d'être réellement inclus dans le parcours de rétablissement. Deuxièmement, de mettre plus d'emphase puis de mieux nous éduquer sur la réduction des méfaits versus l'abstinence. Puis troisièmement, d'augmenter le nombre de places disponibles dans les centres de réhabilitation. Alors, si je retourne vite à mon premier point, qu'est-ce que je veux dire par être réellement inclus, c'est de prendre en compte nos conseils quand vient le temps de prendre des décisions. En fin de compte, en tant que proche, nous, on a une relation, une perspective sur la personne que les professionnels n'ont pas. Alors, ça fait de nous des partenaires parfaits pour accompagner et guider le processus de rétablissement. Deuxièmement, l'emphase sur la réduction des méfaits versus l'abstinence. Personnellement, on ne nous a pas parlé des réductions des méfaits. La rechute, c'était absolument démonisé. Puis on ne comprenait pas que ça faisait partie du processus. Alors, il faut qu'on soit équipé et comprendre que ça l'arrive et savoir quoi faire quand que ça l'arrive. Troisièmement, augmenter le nombre de places disponibles dans les centres de recherche et diminuer l'attente. Le temps, c'est un luxe qu'on n'a pas dans cette situation-là. Personnellement, j'ai passé des heures et des heures à appeler des centres de réhabilitation pour mon frère. Puis malheureusement, finalement, le matin, qui était censé le prendre, il est décédé. Alors, c'est ça. Je vais garder ça bref pour aujourd'hui, mais merci de votre écoute. Merci. Et justement, il me vient peut-être une autre question tout de suite pour rebondir. Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes qui ont survécu à une surdose? Est-ce qu'il y a
Oui, ben moi, j'inviterais... Ah? Moi aussi, OK. là c'est super. Je peux Timon, est-ce que tu pourrais parler de ça? Bien sûr. Alors, pour moi, quand j'ai vécu une surdose, quelques surdoses, normalement, qu'est-ce qui arrive? C'est des paramédics ou des médecins. Et c'est normalement une référence à un centre de réadaptation, mais dans 6, 9, 12 mois. Pour moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir, c'est premièrement des ressources plus rapides, mais aussi des traitements par agonistes opioïdes immédiatement, pas dans 6 mois, pas avec une référence à un médecin, pas à une clinique spécialiste, mais on the spot. Aussi, pour les proches, pour les personnes qui interviennent dans la surdose, j'aimerais avoir plus de ressources, un travailleur social qui aller avec le paramédic ou whatever, parce que quand mon ami a décédé quelques semaines avant, il n'y a aucune ressource, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune chose. C'est tout. C'est bref, mais voilà. Merci. Qu'en est-il justement de Profane au moment où on se parle? Donc, c'est pas arrêté. Peut-être, Guillaume, est-ce que tu peux... Ah. On essaie de faire en sorte, c'est pas de stager, mais... on essaye. Merci, Michel. Merci, Michel, de présenter tout ça, puis d'expliquer la nécessité d'agir par rapport à ce phénomène-là, qui est un peu méconnu de la population générale, je dirais. Puis je compatis pour les proches, là, ça doit être très compliqué. Très compliqué. Puis c'est un sujet qui amène de la stigmatisation, notamment. Puis c'est vraiment ça qu'on veut essayer de faire avec Profane, c'est d'arriver à faire en sorte que, on s'occupe de la situation. C'est vraiment ça le but de Profane dans un premier temps. Oui, il y a l'analoxone, oui, il y a toutes les, comme Michel l'expliquait, là, savoir agir en situation de surdose, identifier les signes et symptômes, mais premièrement, de sensibiliser, d'éduquer, de faire comprendre qu'il faut agir sur la situation. Là, quand je parle de la situation, c'est pas agir quelqu'un qui est en surdose, c'est agir sur la situation des surdoses, puis ça implique de faire participer dans cette réflexion-là toutes les parties prenantes impliquées dans nos sociétés qui font partie de notre société. Donc, c'est tout le monde, ça. C'est tout le monde. Et ça veut dire de faire participer autant nos institutions que les citoyens, que les personnes concernées. Puis les premiers concernés sont vraiment importantes dans ça parce que c'est eux qui vont vous expliquer comment fonctionne et comment que le phénomène se manifeste dans les différentes localités. Donc, nous, Profane, quand on arrive dans une région, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, c'est qu'on s'ajuste en fonction de la communauté dans laquelle on va venir se donner notre formation pour justement faire ressortir les forces vives du terrain puis de se faire en sorte qu'il y ait un partage d'expertise et d'expérience pour faire comprendre aux gens qui ont aux acteurs concernés et aux premiers concernés qui détiennent en fait les clés pour agir sur la situation des surdoses dans leur localité. Donc, toi, tu disais, Michel, que c'était une affaire régionale. J'irai encore plus loin. Je pense que c'est une affaire locale. C'est très localisé, c'est très communautaire. Donc, ça prend des approches communautaires pour agir sur la situation. Profane, c'est ça. C'est un programme qui se veut communautaire, proche des gens. Et je pense que c'est ces interventions de proximité-là qui vont avoir vraiment un effet. Puis aussi, associé à ça, il faut aussi avoir des initiatives qui visent le grand public. Donc, nous, notre objectif maintenant, Profane, puis c'est là qu'on est rendu, c'est vraiment d'autonomiser les régions pour que chaque région puisse décider de leur propre sort par rapport à la prévention des surdoses. Si une région, par exemple, pour dire quelque chose, les Laurentides, par exemple, disent, nous, c'est 80% des personnes qui meurent par surdose, c'est des personnes isolées, allons rejoindre cette population-là. Si, dans le centre-ville de Montréal, c'est la population qui est la plus marginalisée ou vulnérable par rapport aux surdoses, c'est les personnes en situation d'itinérance, mais ils s'occuperont des personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on vise maintenant le développement du programme, c'est d'aller
former les différentes régions, de les autonomiser à faire de la prévention des surdoses. Donc, maintenant, on continue. Merci au gouvernement d'avoir refinancé Profane pour qu'on puisse continuer à autonomiser les régions du Québec à la prévention des surdoses. Donc, vous allez nous voir là, dans votre région, fort probablement là, prochainement. Donc, si c'est une volonté de vouloir vous mobiliser puis d'agir sur la situation, bien, faites appel à nous. Donc, vous pouvez nous écrire à infoprofane.ca. Donc, merci beaucoup. Peut-être que cette conférence et peut-être que les échanges dont on a parlé ont suscité chez certains, certaines, peut-être des souvenirs qui peuvent être plus douloureux. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez vraiment pas à le faire. On a 2 collègues ici, Mme Véronica Skotarczyk et Mme Hélène Delus, qui sont là à votre écoute. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Nous souhaitons aussi vous rappeler qu'il y a des ressources en ligne qui sont disponibles pour vous accompagner, que vous soyez directement concerné ou que vous souteniez un de vos proches. Alors, on a quelques services là, qui peuvent vous aider. Drogue, aide et référence pour toute personne qui consomme ou pour son entourage. Et on a aussi 2 ressources pour les proches aidants, l'appui proche aidant et CAP santé mentale. Donc, pour ceux qui participent avec nous en ligne, les ressources sont là dans le clavardage, donc n'hésitez vraiment pas à les consulter. Et toutes les sources qui ont servi à faire cette conférence vous seront aussi envoyées dans un sondage tout de suite après l'événement. Donc, vous allez en voir encore plus de sources à consulter. Ça met fin à la webdiffusion. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous à la prochaine conférence Kaléidoscope. Surveillez les annonces sur vos réseaux. Et bonne fin de soirée. Merci chaleureusement à vous. Merci Monsieur Perrault, pour cette très intéressante conférence. Merci aussi à vous tous qui êtes ici parmi nous. Il va y avoir une petite séance de photos, donc ceux et celles qui sont concernés, je vous inviterai à rester dans la salle quelques minutes. Pour tous les autres, je vous invite à passer à l'Atrium. Il y a un moment de réseautage ensemble et à visiter aussi les kiosques pour savoir tout ce qui se passe au niveau des organismes, des projets de recherche sur la thématique qui nous a intéressés ce soir, pour bien sûr discuter aussi dans un décor très, très inspirant. Merci et bonne soirée.